En 2005, j'ai acheté la plus vieille maison des Laurentides qui était abandonnée depuis 25 ans. Pour arriver au bout du projet, au cours des 8 dernières années, en apprenant chaque métier, j'ai passé plus de 10 000 heures à la restaurer. Mon nom est Philippe Junot et voici l'histoire de cette incroyable aventure. Ma maison de campagne est une présentation des accessoires de cuisine et de salle de bain Kohler. Une présentation de Céramique Italnor à Piémont. Et de votre courtier Sotheby's. Aujourd'hui, à ma maison de campagne, on poursuit les travaux, mais à ma grande surprise, de la neige précoce vient nous pousser dans le dos et nous rappeler que l'hiver est à nos portes. Aujourd'hui, nous allons couler de béton, le plancher de la cave ainsi que les murs de la cuisine en coffrage isolant. Ce sera la dernière étape avant de s'attaquer au toit de la maison et son isolation. Pendant que tout s'installe à l'extérieur pour le coulage, revenons sur la préparation du plancher car dans la cave et au premier, le chauffage sera assuré par un système radiant. Comme dans la totalité des étapes de la maison, je me suis renseigné sur la méthode et fait moi-même une bonne partie des travaux. Ainsi, j'ai passé plusieurs jours à préparer le coulage du plancher de la cave. D'abord, il y a tout le gravier, ensuite une double épaisseur d'isolant styromousse, un polythène par humidité, puis le treillis de métal qui servira à armer le béton du plancher, et enfin, des centaines de pieds linéaires de tuyaux pour le plancher chauffant. Et il s'agit de tuyaux spécialisés exprès pour le chauffage radiant. J'ai installé le tout en boucle fermée de 200 pieds qui partent et qui reviennent au futur panneau de contrôle. C'est facile, propre et même agréable à installer. Et si jamais je rénove la grange pour en faire un garage, j'opterai pour le même système. Ainsi, tous les secteurs de la cave seront prêts et sont branchés par zone de contrôle où des thermostats contrôleront la température de la dalle, de béton et de l'air. Ben, ce matin, avant qu'on coule le coffrage, le plancher de béton, il faut que je mette de la pression d'air dans les tuyaux radiants pour deux raisons. Un, pour qu'il y ait de la pression dedans, ça les rend plus rigides, ça les empêche de s'écraser. Et deux, surtout s'il y a une fuite quelque part dans le système. Quand on va mettre quand le béton va passer, on va avoir des bulles d'air. Donc, je me dis que s'il y a des fuites, je n'arriverai pas à monter ma pression. Mais si pendant qu'on fait l'ouvrage, un joint du tuyau de béton accroche un tuyau radiant, le perce, on va le savoir tout de suite. Parce que ça va faire des bulles dans le béton avant qu'il sèche. Et c'est parti pour le coulage du béton. En moins d'une heure, la totalité du coulage du plancher sera complétée ainsi que son lissage. Les hommes s'affairent à étendre rapidement des tonnes de ciment en se servant d'un gabarit pour mettre le tout approximativement au niveau. Les travaux vont bon train, si bien que très vite, le lisseur s'attaque à planir le béton pour le rendre parfaitement lisse et de niveau. Celui-là a une méthode bien particulière et utilise une machinerie de sa conception où les vibrations créées par le moteur placent le béton presque parfaitement avec un minimum d'effort dès le premier coup. La pompe marche à fond pour créer cette masse thermique de béton de 5 pouces car plus le plancher est épais, plus le système radiant sera efficace. Et bientôt, le lisseur peut compléter la première phase de son travail et sortir sa machinerie. Avec le froid qui arrive, on est presque dans les derniers jours pour pouvoir couler du béton sans problème technique à cause du gel.
Il était grand temps d'arriver à cette étape, sinon j'aurais probablement été obligé d'attendre au printemps pour continuer. J'ai donc précipité les événements, le coffrage des murs s'est monté rapidement et le travail de pompage des murs commence avec toujours le danger d'avoir fait une erreur au montage. Ici, en particulier, avec toutes les portes et fenêtres, les chances d'erreur sont grandes. Le travail progresse, quoique tout le monde est inquiet. Mais il semble que le montage a été adéquat et alors qu'on termine un mur, je me prépare à le mettre au niveau seul et sans l'aide des ouvriers qui m'ont aidé lors du coulage de la fondation. Je dois faire quand même rapidement. Plus j'attends et plus il sera difficile de ramener les murs droits. Presque. Le travail de pompage va se poursuivre une bonne partie de la journée et à la fin de laquelle les hommes seront complètement épuisés. OK. Il me restera à lisser à la truelle les bords de fenêtre. Et voilà, au lendemain matin ensoleillé, on dévoile une étape de plus de compléter dans notre projet de la restauration. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire le deuxième étage de la cuisine d'été à partir du coffrage isolant. Parce que moi qui est un nul ou un débutant en matière de coffrage, que j'ai jamais fait ça, pourquoi aller faire quelque chose d'aussi complexe à partir de quelque chose qui aurait pu être fait en 2x6 de façon classique? Il y a une raison à ça. D'abord parce que ça a été très, très simple de faire les ajustements, mais surtout parce qu'il faut donner une base peut-être un peu plus solide à la maison qui aurait peut-être tendance à s'en aller par ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des tire-forts, des vis qui sont vissées là-dedans et qui sont longues comme ça. Donc, ils vont se marier dans le béton à l'intérieur. Ils vont même être attachés à partir des tiges de métal de 1,5 pouce qui traversent à l'intérieur à tous les 2 rangs pour venir solidifier la structure. Ce qui va faire que la masse de béton de la cuisine d'été va empêcher la maison de s'en aller par là-bas. Numéro 1. 2, après ça, on a décidé de faire énormément d'ouvertures. 6 fenêtres d'à peu près 60 pouces de haut par 40 pouces de large. Une plus petite au-dessus du lavabo de la cuisine. 2 fenêtres, on aurait peut-être dû en mettre une pour avoir un comptoir de cuisine plus long, mais bon, c'est comme ça. Je préfère de la lumière. 3 fenêtres en façade. Et si on regarde à travers la fenêtre du milieu, je ne sais pas si on va le voir, on a inséré des pochettes pré-préparées à 8 pieds de haut de façon à recevoir les poutres qui proviennent d'une grange et Cory à la hache qui vont venir s'appuyer là-dessus, des poutres qui vont être installées aux 4 pieds pour faire le plafond de la cuisine. De retour à ma maison de campagne. Maintenant que le coulage du béton est complété, il faut terminer la réparation des chevrons et de la structure du toit avant la prochaine étape importante, soit la pose du toit et surtout son isolation. Jacques Forgue, notre chirurgien orthopédique, s'affaire à réparer un des derniers chevrons qu'il reste à remplacer. Au total des 11 paires de chevrons, la moitié ont nécessité des réparations allant de mineurs à majeurs. Dans ce cas-ci, il faut carrément enlever la vieille partie pour la remplacer par une pièce saine, qui sera collée et ensuite boulonnée en place avec des plaques de métal. Jacques joue de la scie mécanique comme un musicien joue du saxophone, avec doigté et précision. Même la finition et le polissage se fait à la scie mécanique. De nombreuses heures ont été mises dans la réparation de la maison et parfois de longues et très longues soirées. Une question demeure toutefois. Est-ce que mes chevrons seront bien réparés?
On pose la question à Éric Fortin, un ingénieur en structure, mais surtout le président de Bois Fortin, qui fabrique des fermes de toit. Alors nous, on est chanceux d'avoir quelque chose qui profite d'une certaine... la clause numéro quoi dans le code du bâtiment? Ah, c'est le code, la partie 9 du code. La partie 9. C'est quoi? C'est si ça a tenu 100 ans, ça va tenir un autre 100 ans? Ah, en fait, c'est que ça se fie à l'expérience des menuisiers, donc... essentiellement, c'est ça que ça dit. Là, fait que ça se fie à mon Jacques, là, quand lui il dit que ça tient, ça va tenir. C'est ça. Non, mais je le crois en plus. Ah, ben c'est ça que le code dit, il faut le croire. Qu'est-ce que ça pense, toi? Ben, j'en pense ça, c'est exactement ça. Ça tenait. Mais aussi, c'est que dans ce temps-là, il y a quand même le choix des matériaux. Le bois qui n'avait pas trop de nœuds, parce que aussi il travaillait à la main, donc il venait dans la meilleure qualité des matériaux à leur utilité. Quand c'était pour de la scrap, ça pouvait être à l'extérieur ou des places, mais en général, leurs poutres sont assez bien choisies aussi. Sortons de la maison pour aller assister à la fabrication de nos plaques d'acier essentielles à la réparation des chevrons. À l'atelier d'usinage de Saint-Jovite, où le technicien Guillaume coupe nos plaques à la bonne longueur dans des morceaux d'acier de 6 pouces de largeur. Suivant nos instructions et celles d'Éric Fortin, les plaques sont ensuite trouées pour recevoir les énormes boulons qui viendront compléter l'assemblage. Comme les plaques seront exposées, elles sont polies et le travail est rapidement complété. C'est fini pour aujourd'hui. Merci. De retour à la maison, on attaque le sprint final avec Jacques Forgue pour la réparation du dernier chevron. On fait les trous appropriés avec un gabarit et on installe les plaques. Il faut faire attention de ne pas se tromper. Attends, deux vis-à-vis, là. Et là, vous l'avez? Ah, non. Ça, c'est la première, mais c'est celle-là qu'on a mis. Oui, excuse-moi, c'est la première, il faut monter. Tu veux retourner ton escabeau, toi, là? T'es mal placé pour tenir, tu attends. OK, petite plaque. Les plaques sont mises en place et boulonnées et c'est terminé. Je pense que la plaque, elle en soulève là. Bon, d'après moi, c'est beau. C'est à ton goût? C'est parfait. OK, on défait attention, c'est là qu'on va voir. Tiens, on l'a eu. Tiens, regarde, là, c'est beau, ça vient là. Là, ça n'a pas bougé. Ben, là, c'est tout fini, je suis bien content, parce que ça m'est jamais arrivé à faire un travail comme ça. C'est spécial, parce que c'est la première fois. J'en ai fait beaucoup dans les maisons de pièces, j'en ai démoli surtout, mais de refaire une structure en place, on s'était dit quand on regardait ça, quand c'est des hommes qui l'ont fait, ça peut se faire. Il faut relever des défis dans la vie, puis ça, c'en était un de taille, puis moi, je suis... En tout cas, moi, j'en suis fier parce qu'on l'a réussi, puis on s'est pas même pas chicané. On s'est levé de bonne heure ce matin pour venir à Marchand, ou Rivière-Rouge maintenant ça s'appelle. C'est juste au nord de la Belle, pour visiter Éric Fortin, le président de Bois Fortin. Il est 6 heures le matin, les hommes sont déjà au travail. Ça travaille fort parce que c'est une compagnie qui exporte des fermes de toit et des solives de plancher au Canada, mais on en fabrique surtout pour le Québec, mais c'est une entreprise en pleine expansion. C'est ici qu'on va se procurer les poutrelles qui vont servir à faire le plancher de la maison de Thibodaux, parce qu'on se rappellera que les anciennes poutres de 8 par 8 qui faisaient le plancher à l'époque, bien, elles ne sont plus bonnes, pas parce qu'on n'a pas pu les déménager avec la maison, mais parce que quand on a acquis la maison, ces poutres-là étaient malheureusement pourries, comme un peu l'était notre sablière du Haut, qui a heureusement été réparée par notre Jacques Forgue national. Fait qu'on va aller en dedans rencontrer Éric Fortin. Ce jeune entrepreneur est Éric Fortin, le président de Bois Fortin, qui s'est lancé dans la création d'une moyenne entreprise pour la production de solives de plancher et de fermes de toit à Rivière-Rouge.
Ce faisant, il a créé des dizaines d'emplois dans la région, en plus d'apporter une expertise capable de générer d'importantes exportations vers les marchés canadiens et américains. Le quart de jour, ça commence à 6 h le matin, ça finit à 2h15. Ouais. Le quart de nuit, si on peut dire, ou de soir, part 2h15 jusqu'à 1h moins quart du matin. Donc, ceux qui travaillent de jour font 5 jours de 8 heures. Ceux qui travaillent de soir font 4 jours de 10 heures, 4 soirs de 10 heures. OK. Combien d'employés Là, on est à 24 présentement sur la ligne. par chiffre ou au total? Au total, OK. incluant les concepteurs et le livreur. Sur mesure, il n'y a pas beaucoup de gens qui se lancent dans ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de manuels. On dirait que les entreprises aiment mieux vendre du produit générique, si je peux dire. Où est-ce que c'est plus facile à vendre, c'est moins compliqué au niveau de l'ingénierie. Tandis que nous autres, on va travailler plus sur le sur-mesure. Il y a plus de travail pour penser avant, très planifié. Je pourrais dire que c'est très européen dans la façon de faire. Les Européens planifient beaucoup avant. On est plus dans cette vague-là, nous autres. Donc, même au niveau du plancher. Donc, il y a une butée sur une extrémité. Ouais. Et puis, pour le reste, c'est la longueur du top et du bottom qui va guider le départ de l'autre extrémité. Là, en fait, on assiste à la fabrication d'un muret. C'est la poutrelle qui est à l'extrémité, qui en fait est tout complet sur le mur. Là. Donc, c'est en 2x4, bien souvent. Donc, comme on voit, là, on a un petit gabarit où est-ce que les plaques sont juste préinstallées au marteau. Puis, il y a une presse qui vient finaliser le travail, là, dans le même principe que les fermes de toit. Sauf que la seule différence, c'est que les morceaux de bois sont sur le champ au lieu d'être à plat. Là. Ouais. OK. Au Québec, on a une expertise, même nous autres, on fait pas beaucoup de maisons pareilles. En fait, ça arrive très, très rarement. Donc, on a une bonne connaissance sur l'ingénierie d'un toit. On est exposé de au moins 4 à 5 fois plus que les Américains sur des maisons complexes. Ah ouais? Oui, puis Tremblant nous apporte ça aussi. Donc, on a été exposé rapidement. Puis vu que j'ai un bagage d'ingénieur, moi, j'essaie tout le temps de pousser, de dire, ouais, comment on fait ça, comment on règle le problème, comment on peut le faire en bois au lieu d'avoir une poudre d'acier. Donc, on s'est forcé à trouver des solutions avec le temps, déjà en 5 ans. Puis, on prend du marché avec ça. Puis, le bois est de plus en plus vert, de plus en plus bien perçu par les gens. C'est pas parce qu'il n'était pas assez solide, c'est parce qu'il était... Par rapport à l'acier, tu veux dire? par rapport à l'acier, là. Je vais recevoir, on va regarder comment les poutrelles sont fabriquées. OK. Et puis, je suis supposé de partir avec mes poutres LVL aussi pour OK. qu'on puisse soutenir On le toit ramasse ça. temporairement. On va ramasser ça Parfait. ensemble. Merci. Et bon succès à toi et ton Merci. entreprise. Ben, toi aussi, dans ta construction. Ouais. Courage. De retour à la maison avec mes poutrelles de plancher, je me rends compte à quel point l'installation est facile en suivant le plan de montage et les normes techniques d'assemblage. Je suis en mesure de faire moi-même l'installation des poutrelles. Mon seul problème vient du fait que c'est moi qui me suis trompé dans les mesures que je leur ai données. Ensemble, on a cherché une solution et j'ai fait facilement les petits ajustements pour mettre le tout en position. Il ne faut pas oublier que la maison n'est pas d'équerre. Il y aura donc un côté qui sera plus court que l'autre. Et même si Boisfortin fait du sur-mesure, c'est préférable que ce soit moi qui taille sur mesure les poutrelles de la dernière pièce. Ainsi donc, les dernières poutrelles sont mises en place et clouées. Voilà, c'est terminé. Tout est installé et prêt à recevoir le plywood du plancher. J'en profite pour vous présenter un phénomène intéressant à propos de la maison. Quand j'ai traité la maison pour d'abord lui permettre de ne pas être aussi sec et de se préparer à recevoir les intempéries avec le cétol, il y a quelque chose qui est apparu comme par magie, qu'on n'avait pas vu avant, peut-être parce qu'on n'avait pas l'œil assez aiguisé, mais ce sont des marquages. Dans la pièce, 2, 3, ce ne sont pas les griffes de la lionne de Sainte-Adèle, 5, 6, ce sont des marques probablement que quand ils ont fabriqué les pièces, ils les ont marquées au sol avant de les installer, dans leur ordre dans lequel ils allaient être réassemblés pour que ça arrive bien à la hauteur des portes et des fenêtres.
Et la première fois qu'on l'a constaté, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qu'on avait laissé par terre les pièces, puis on a traîné quelque chose dessus. Puis on s'est rendu compte que c'était systématique et c'était en angle, c'était très droit. Donc, on en a conclu que, bien, on avait préparé cette pièce-là. On savait qu'elle faisait tant de hauteur avec un joint approximatif de 1 pouce. La deuxième, un joint approximatif de 1 pouce. La troisième, ainsi de suite, pour arriver au sommet du cadrage de la porte. Donc, une archive qui nous permet de comprendre la méthode de travail des hommes il y a de cela 160 ans. De retour à ma maison de campagne, où la neige d'octobre nous bouscule, car si on veut être en mesure de fermer la maison pour l'hiver, il faut compléter le décapage, la réparation et la finition des portes et fenêtres. Au total, il y aura plus de 200 éléments à teindre et vernir, soit des boîtes, des cadres, des portes et des fenêtres. Ce sera là une tâche ardue pour mon compresseur de petit format. Et voilà. Là, on a deux cadrans. Cadran de pression des réservoirs à 85 PSI en ce moment et cadran de sortie de pression qui est aussi à 80. Mais on va descendre ça à 60. À 80, on va avoir trop de pression au bout de notre fusil. Je vais vous montrer qu'à l'intérieur du pistolet, on a déjà mis la teinture. C'est un beau rouge. Et donc, quand on fait faire les tests de couleur, bien, il faut attendre que ça sèche, bien sûr, que ce soit à votre magasin de rénovation. Quand vous choisissez une teinture pour vos produits, vos armoires, vos moulures, il faut le faire sur le produit, le même essence de bois que vous allez utiliser, si on veut une couleur exacte. Puis aussi, il faut attendre qu'il sèche. Et si on a appliqué une finition de vernis par-dessus, bien, il faut faire tout le travail, s'assurer qu'au bout de l'effort, on aura le bon résultat. La finition peut apparaître quelque chose d'intimidant pour un débutant, et ça l'est. Avec tous les efforts mis dans le décapage, on ne veut surtout pas faire de conneries et devoir recommencer. Mais comme dans toute chose, on commence par faire des morceaux plus petits et moins importants, et rapidement, on se fait la main et surtout, on se fie au jugement de son œil. Quand c'est beau à mon œil, ça me va. Au départ, quand j'ai commencé le projet, tout le monde me disait « Ah, tu vas voir une maison ancestrale, c'est un projet de 5 à 10 ans. » Puis je ne le croyais pas. Et je me disais « Non, je vais faire ça en 2 ans maximum. » Regardez bien ça. Châssis, peut-être le châssis qui va finir par être le plus beau de toute la maison parce qu'il est unique. C'est la boîte qui sert de fenêtre à ce qui était la laiterie ou le coin nord-est de la maison, là où dans le magasin général, il y a 160 ans, probablement qu'on stockait les provisions, la nourriture à l'endroit le plus frais dans la maison. Puis on prenait soin de mettre des barreaux pour éviter que les voyageurs décident d'aller s'approvisionner sans payer. Cette fenêtre-là, d'à peu près 1,5 pouce d'épais, est encore très saine, très bonne. Il n'y a aucun morceau à remplacer. Quand on aura fini le décapage, on va garder un peu le gris oxydé, mais on va enlever toute la saleté et le mastic. Et si la fenêtre n'a jamais été pourrie, c'est probablement qu'il y a une petite pente suffisante pour pas que l'eau s'accumule ici sur cette pièce de bois-là et vienne rentrer dans la maison. Mais quand on parlait d'un délai et du temps, que ça prend de la patience, si on compare là, cette pièce-là, on regarde l'ensemble du travail, il y a le châssis qui va venir à l'intérieur. Il y a la première moulure qui vient s'installer en haut. Donc, 1, 2, 3 morceaux. Il y a l'autre deuxième moulure qui vient par-dessus ici. Et je vous fais remarquer qu'on a encore après une autre moulure ici qui va venir par-dessus. Donc, 3 autres morceaux. Donc, 3, 6, 9 morceaux. Et après, une belle porte en bois qui vient compléter le tout. Mais si on regarde l'ensemble de l'ouvrage, fini, juste en décapage, pour cette pièce-là seulement, on en a pour 1 semaine d'ouvrage. Donc, on ne peut pas courir. La maison a pris du temps, les bonnes choses prennent du temps. Mais il faut le faire et pas perdre patience, puis pas essayer de tourner les coins ronds. Sinon, après, on va avoir un peu de regret puis on n'aura pas fait du bon travail. C'est ça qui va faire que la maison va prendre de la valeur. C'est le temps, les connaissances qu'on acquiert qui sont investies dans la maison plutôt que dans un loyer.
Dans l'agrandissement de la maison qui sera la cuisine, nous n'avions pas de fenêtre puisqu'il s'agit d'une nouvelle partie. L'harmonie du bâtiment voulait qu'on dote la cuisine de fenêtres à volets français. Et je suis allé en chercher dans un couvent qui allait être démoli. Des fenêtres neuves coûtent jusqu'à 2000 $ l'unité. En prime, ces châssis recyclés étaient équipés de crémone. Il s'agit de ces anciennes barrures de fenêtres comme on en retrouve dans les collèges et les églises. Je les ai toutes décapées et réinstallées sur mes nouvelles fenêtres. J'en ai également trouvé une trentaine d'autres, toutes identiques pour le reste des fenêtres de la maison, chez un antiquaire de la Naudière. Et quelle chance! La maison ancestrale, bien qu'immense, était quand même assez sobre dans ses matériaux et sa quincaillerie. Impossible de savoir si elle a vécu une époque plus riche. Mais quand je l'ai achetée, il n'y avait que des papillons et des crochets aux fenêtres. L'ajout de crémone va donner aux fenêtres leur plein panache, en plus d'assurer la fermeture des fenêtres de façon sécuritaire, esthétique et conforme aux règles de la restauration, soit de mettre le tout plus beau qu'avant. Et bien sûr, ce n'est pas parfait, les crémones auront besoin de beaucoup d'ajustements pour bien fonctionner et parfois d'un tour de poignet un peu plus fort que d'habitude. Mais le jeu en vaudra la chandelle. Voilà. Ouais, je pense que la prochaine balle, tu vas m'envoyer une balle rapide à l'intérieur. Non, alors voilà. On va laisser sécher, même malgré l'humidité et la neige qui est tombée. Il faut que je la laisse sécher avant de la retourner de côté puis la finir aussi de l'autre côté. Je vais essayer de tout finir la teinture sur tous les morceaux, puis après ça embarquer dans les autres produits de finition, parce que sinon je vais contaminer. Même si je nettoie bien mon pistolet, j'ai peur que ma teinture sorte moins bien si je commence à jouer d'un produit à l'autre. On va terminer l'émission là-dessus. On va se retrouver la semaine prochaine avec les autres étapes. On est loin d'avoir fini de ma maison de campagne. À la semaine. Ma maison de campagne vous a été gracieusement offerte par les accessoires de cuisine et salle de bain Kohler. Par Italnor Céramique à Piémont. Et par votre courtier Sotheby's.